Bonjour à tous. Merci de nouveau d'être aussi nombreux pour ces petites explications concernant les soies, puisque plusieurs d'entre vous avaient marqué leur intérêt pour une séance où on donnerait quelques explications concernant les soies. C'est pas toujours évident de choisir sa soie. On voit maintenant dans les magasins qu'il y a des rayons entiers qui proposent une multitude de modèles différents et des marques à n'en plus finir. Donc on ne sait pas toujours vers quoi s'orienter. On constate aussi au fil du temps que le prix des soies n'arrête pas d'augmenter. Il fut un temps où on trouvait des bonnes soies pour 50 ou 60 euros. Maintenant c'est terminé. On est à 100 euros et parfois même bien au-delà. Donc quand on investit dans une soie, tant qu'à faire, autant essayer de trouver la soie qui va être parfaitement appropriée à l'utilisation qu'on va en faire. Alors une soie, c'est quand même quelque chose de relativement complexe. Il faut savoir qu'il y a plusieurs parties dans la soie qui sont bien distinctes et qui ont chacune leur fonction. On entend souvent parler de termes techniques comme le running line, le front, le rear, le belly, la tête, plein de termes techniques qui font qu'on s'y perd un peu et on ne sait pas toujours laquelle choisir. Donc on va essayer de passer un petit peu tout ça en revue. Le but ici n'est pas de vous orienter vers une marque ou l'autre, mais plutôt de vous aider à choisir votre soie, quelle que soit la marque, en fonction de l'utilisation que vous voudrez en faire, bien évidemment. Vous trouverez votre bonheur, je dirais, dans pratiquement toutes les marques sérieuses qui proposent un panel de soie très large. Alors, on va déjà commencer avec le type de soie. C'est important de savoir qu'il y a plusieurs types de soie, même si un des deux types principaux de soie est plutôt, je ne dirais pas anecdotique, mais réévolue, puisqu'on trouve maintenant à l'heure actuelle 90% des soies sur le marché sont des soies synthétiques, mais c'est toujours bien de savoir qu'il existe toujours des soies naturelles. Ces soies naturelles sont vendues par quelques détaillants. Je pense que Moulin du Gémache fait toujours des soies naturelles. Il y a peut-être encore d'autres marques. Ce sont des soies qui sont plutôt adressées à des pêcheurs qui ne cherchent pas spécialement la performance ou qui ne cherchent pas spécialement une soie pour pêcher en réservoir notamment, et qui vont plutôt être dans le côté contemplatif, on va dire, de la pêche, et qui vont utiliser encore des cannes à la limite en bambou fendu, des moulins un petit peu old school, et qui veulent rester avec une soie naturelle. Les soies naturelles ont une très belle glisse, mais c'est important de savoir qu'elles nécessitent beaucoup d'entretien, et on est quand même on a beaucoup de contraintes avec ces soies-là. Les autres soies, c'est maintenant la plupart des soies qu'on utilise sont des soies synthétiques, donc ce sont des soies qui sont fabriquées en usine à la chaîne par des grands fabricants. Il y a Airflow notamment qui fabrique pour beaucoup de marques. Donc c'est la plupart des soies qu'on utilise. En tout cas, moi je n'utilise plus que ça, et je connais encore très très peu de pêcheurs qui utilisent les soies naturelles. Alors la soie, on parlait tout à l'heure des différentes parties, on a utilisé des termes techniques. Donc la soie, elle est composée de plusieurs parties. On va partir de sa partie la plus éloignée du bas de ligne, à savoir celle que vous allez fixer sur le backing, qui va sortir, je dirais, du moulin en dernier, c'est le running. Donc le running, c'est la partie la plus fine d'une soie. Quand vous achetez votre soie, en général, elle est enroulée sur la bobine avec toujours un petit morceau, un petit autocollant qui est fixé à la soie, qui indique la partie que vous devez fixer à votre running. Ça, c'est à votre backing. Ça, c'est le running line. Le running line, c'est juste intéressant de savoir que c'est la partie la plus fine. Pourquoi est-ce que c'est la partie la plus fine? Parce que c'est celle qui va offrir le moins de résistance à la glisse dans les anneaux, et c'est aussi une partie qui est un peu plus renforcée, qui est un petit peu plus robuste, parce que c'est la partie qui va être le plus souvent malmenée par les pêcheurs. Je pense notamment aux pêcheurs en réservoir. Bien souvent, quand vous pêchez et que vous strippez votre soie, si vous n'avez pas un panier à soie, votre soie elle se retrouve à terre, et c'est sur le running bien souvent que vous allez marcher. C'est le running qui va traîner à terre, c'est le running qui va être en contact avec le sol, les hautes herbes, les ronces. Donc c'est une partie qui est un peu renforcée. Il faut juste savoir que c'est cette partie-là qui souffre le plus dans une soie. Alors, on va parler maintenant d'un profil de soie.
le profil de soie, ça c'est il y a trois grands profils dans les soies. Donc il y a ce qu'on appelle, c'est la forme de la soie. On a les soies WF pour White Forward, on a les soies DT pour double taper et on a les soies parallèles. Alors les soies White Forward, ce sont les soies qui proposent un poids de la soie. Le poids de la soie se retrouve sur la partie avant. Donc ce sont des soies qui ont une tête plus lourde que les DT. Alors en général, elles sont privilégiées notamment en réservoir quand vous voulez lancer loin, parce que le poids de la soie est concentré dans la tête. Les soies DT double taper, elles ont un poids qui est concentré au centre de la soie. La particularité de ces soies, les DT, c'est toujours bien de le savoir, c'est qu'elles sont réversibles. Donc quand vous avez votre tête de soie qui commence à être un peu abîmée, en général les DT, il suffit de l'inverser. Même si quand vous les achetez, elles ont une étiquette qui indique la partie qui doit être fixée au running. Pour autant, évidemment, que la DT soit de couleur uniforme, c'est souvent le cas. Elle présente la même couleur sur toute sa longueur. Si à un moment donné, vous trouvez que la tête de la soie elle est un peu abîmée, il suffit de l'inverser, il suffit de la réembobiner sur le moulin dans l'autre sens, et vous allez obtenir la même tête et la même utilisation. Et puis enfin, on a les soies parallèles. Ça, il y en a un peu moins. Les soies parallèles, c'est un profil, comme son nom l'indique, où l'épaisseur de la soie est la même sur toute la longueur de la soie. D'accord ? C'est notamment le profil qu'on retrouve principalement sur les soies naturelles et aussi sur les soies nymphes. Donc ça, c'est la soie à la mode maintenant. Les soies très fines qu'on utilise en nymphe, c'est des soies parallèles. Elles font le même diamètre, 0,53, 0,54 mm sur toute la longueur de la soie. D'accord ? Donc ça, c'est en ce qui concerne le profil. Si vous cherchez une soie pour lancer loin, vous privilégierez des soies WF. Si vous cherchez une soie pour être précis et discret dans le posé, vous privilégierez des soies DT. D'accord ? En règle générale, en rivière, vous allez pêcher avec des soies plutôt des DT, parce qu'en rivière, on lance un peu moins loin, on cherche un peu plus de précision. Et puis en lac, on va plutôt privilégier les WF, notamment pour la pêche du bord, parce que justement, on essaye de lancer loin, donc on veut des soies qui chargent un peu plus les cannes. D'accord ? Alors, le poids de la soie, il est représenté par son numéro. Ça va des soies 0 et même plus fines, puisque les soies nymphes sont des soies double 0. Jusqu'aux soies en lac en général 7, 8, mais on monte même au-delà. Ceux qui pêchent le carnassier peuvent utiliser des soies 9, des soies 10, des soies 11, je pense. Je crois que pour ceux qui pêchent le saumon, notamment, là mon expérience est nulle en la matière puisque j'ai jamais pêché le saumon, mais j'imagine qu'on pêche avec des soies très lourdes. Alors ce numéro, en fait, il y a des tableaux, vous pouvez trouver sur internet, c'est vrai que je ne l'ai pas imprimé, il y a des tableaux de conversion qui donnent l'équivalent du numéro en grains. Donc le poids d'une soie s'exprime en grains, c'est une mesure, et il ne s'exprime pas sur toute la longueur de la soie, il s'exprime sur les 9 premiers mètres. D'accord ? Donc quand vous avez certains fabricants le détail sur la boîte, vous avez un poids qui est exprimé en grains, 130, 150, 180, 200, 200, 270. C'est le poids en grains qu'il faut convertir évidemment en grammes sur les 9 premiers mètres de la soie. Ça, c'est une valeur qui ne change pas. D'accord ? Donc ça vous permet de savoir combien pèse la tête de la soie, et forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, plus la tête est lourde, plus vous allez pouvoir charger la canne et plus vous allez pouvoir lancer loin. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Alors au niveau de la puissance de la soie, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'en général, on va essayer d'être raccord entre cette puissance annoncée et la canne qu'on va utiliser. Donc si vous utilisez une soie numéro 7, vous allez forcément essayer de l'utiliser sur une canne de puissance 7, une canne annoncée pour une soie 7. Vous allez pouvoir éventuellement surcharger un peu la canne, donc ça peut arriver, il existe maintenant, il y a de plus en plus de fabricants qui proposent des cannes pour soie 6-7,
pour soie 7-8. Donc on peut éventuellement monter d'un numéro, d'accord? Donc utiliser par exemple une soie 8 sur une canne annoncée pour une soie 7, mais ça impose de bien connaître son matériel et être certain que la canne va pouvoir encaisser et puis surtout bien maîtriser son casting. Il m'est arrivé d'exploser une canne à Secours, mon voisin s'en souvient encore, enfin il se souvient surtout du bruit. J'avais monté une soie numéro 8 sur une canne prévue pour une soie 7. En plus c'était une S5, donc c'était une soie qui était quand même relativement lourde. Et puis j'ai un peu exagéré dans le casting, j'ai sorti trop de soie derrière moi. Puis la canne elle a explosé, enfin elle a claqué sous le poids de la soie parce qu'elle était surchargée. C'était une canne, c'était pas une canne chère, c'était une canne d'entrée de gamme, dirons-nous. Mais voilà, donc c'est bien de le savoir. Par contre, l'inverse, rien ne vous empêche de mettre une soie numéro 6 sur une canne de puissance 7, mais ça n'a pas d'intérêt parce que vous n'allez pas offrir suffisamment de poids à la canne pour la charger correctement. D'accord? Donc, je pense que quand on débute la formule standard, si on veut éviter les problèmes, vous achetez une soie 7, vous la mettez sur une canne de puissance 7. Vous achetez une soie 5, vous la mettez sur une canne de puissance 5. Vous essayez de respecter cette cohérence, cette correspondance entre poids de soie et puissance de canne. D'accord? Alors, le grade de la soie maintenant. On vient de parler de son poids. Alors, le grade de la soie, sauf pour les soies flottantes, qui sont des soies qui vont rester en surface, toutes les soies ont un grade qui, bien souvent, est précédé de la lettre S. Donc, S1, S2, S3, S4, S5, etc. Alors ça, le S, c'est évidemment la première lettre de sinking, donc coulant. C'est un symbole qui indique que c'est une soie qui va couler. Et le chiffre qui suit, ça correspond au nombre de pouces que la soie va descendre par seconde. D'accord? Donc si vous prenez une soie S1, c'est une soie qui va descendre d'1 pouce par seconde dans la colonne d'eau. 1 pouce, c'est 2,5, 2,54 je pense exactement, on va arrondir à 2,5, donc c'est 2,5 cm, c'est 2 cm et demi. Donc une S1, elle va couler de 2 cm et demi par seconde. Une S2, elle va couler de 5 cm par seconde. Une S3, elle va couler de 7,5, etc. D'accord? Alors ce grade-là, il est important, cette information-là est importante parce que selon la profondeur à laquelle vous allez pêcher et selon la profondeur du plan d'eau dans lequel vous allez pêcher, vous allez adapter votre soie. Si vous savez que le poisson se tient au fond mais que vous pêchez sur un plan d'eau peu profond où il y a maximum 1,50 m à 2 mètres de profondeur, je ne pense pas que ce soit vraiment utile d'aller chercher des soies S7 ou S9 qui vont descendre comme des câbles de remorquage et qui vont être collées sur le fond. Certes, elles vont descendre très rapidement, donc elles vont vous permettre d'être en action de pêche très rapidement. Vous allez devoir attendre moins longtemps pour que cette soie soit au fond, mais voilà, c'est peut-être pas spécialement utile d'investir dans une soie S7 ou S9 si vous ne pêchez jamais dans des réservoirs extrêmement profonds. À l'inverse, si vous pêchez dans des réservoirs plus profonds, on en parlait tout à l'heure, des réservoirs comme Secours où il y a 4,50 m de profondeur, des réservoirs où il y a parfois plus. On en a parlé avec Jost la semaine passée, des réservoirs comme le Mérevel où je pense qu'on descend parfois même là à plus de 20 mètres de profondeur. Là, effectivement, si vous devez aller chercher le poisson qui se tient qui se tient dans la colonne d'eau à plusieurs mètres de profondeur, si vous pêchez avec une inter rapide, donc une S2 ou une S3, vous allez passer la majeure partie de votre journée à attendre que cette soie descende à la bonne profondeur. Donc là, à ce moment-là, les soies plus lourdes, les 5, les 7, les 9 prennent toute leur importance et vous permettent de descendre beaucoup plus rapidement. D'accord ? Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il existe des soies, ce qu'on appelle des midge-tips, donc
certaines soies, la plupart des soies, je pense au Forti Plus, les grands classiques en soie laque, coulent sur toute leur longueur. Il existe des midge tips, donc avec seulement une certaine partie de la soie qui coule, la tête. Alors en général, la tête qui coule, ben, ça peut aller en rivière de... Il y a même des fois des soies qui proposent seulement le premier mètre 50 qui coule, hein, il n'y a que 1 mètre 50 qui coule, ou des soies qui ont une tête de 8, 9, 10 mètres, et il n'y a que ces 8, 9, 10 mètres qui coulent, et puis le running, lui, il reste en surface. L'avantage de ces soies-là, c'est pour les longues animations, quand vous allez lancer votre soie à 25-30 mètres, et que vous commencez à tricoter ou à stripper, ben, ça va vous permettre de maintenir les mouches à la profondeur voulue beaucoup plus longtemps. D'accord? Donc si vous pêchez avec une inter rapide, par exemple, qui est une S2, et que vous savez que vous devez aller chercher avec vos streamers les poissons qui se trouvent à 80-90 cm de profondeur, vous commencez à stripper ou à tricoter, ramener vos streamers quand vous estimez qu'elle a coulé et qu'elle est à 80-90 cm de profondeur, ben, vos mouches, elles vont rester à cette profondeur-là les premiers mètres de votre action de pêche. Mais pendant que vous êtes en train de stripper ou de tricoter, ben la soie, elle continue à descendre. Donc à un moment donné, quand vous arrivez en fin d'animation, ben, la soie, elle n'est plus à 80-90 cm. Elle est beaucoup plus bas parce qu'elle a continué à descendre pendant toute votre animation. D'accord ? Donc les midge tips, elles vont limiter ça puisque le running est flottant et donc la pointe, elle coule mais elle reste soutenue en surface par le running et l'animation va faire que la mouche va avoir une animation un peu plus linéaire, en tout cas sur la profondeur, va rester un petit peu plus longtemps à la même profondeur. D'accord ? Donc ça, je pense que c'est clair. Choisissez le grade de la soie en fonction de la profondeur à laquelle vous voulez pêcher. D'accord ? Pour les pêcheurs en lac, moi je dirais que pour ceux qui débutent, pour ceux qui ne sont pas compétiteurs, pour ceux qui n'ont pas envie d'investir dans 7, 8, 10 moulins, parfois plus, si vous avez une interlante, si vous avez une S3 et si vous avez une flottante, je pense que vous allez pouvoir couvrir 80 à 90% des utilisations que vous allez en faire ici en Belgique. Si maintenant vous allez pêcher à l'étranger, dans des lacs plus profonds, oui, alors ça sera peut-être bien d'investir aussi dans des soies un petit peu plus spécifiques comme les Hoover ou comme les soies qui coulent vraiment très très fort, hein, les S7, les S9. Mais pour ici, pour la Belgique, pour aller pêcher Freux, pour aller pêcher Rabais, pour aller pêcher la Strange, S3 et interlante, c'est suffisant. Vous avez assez avec ça. D'accord ? Alors, la longueur de soie maintenant, il faut savoir que les longueurs de soie sont aussi différentes. On va simplifier en disant qu'il y a vraiment deux types de soies. Il y a les soies qui vont jusqu'au numéro 5, d'accord, qui sont des soies qu'on va considérer comme des soies de rivière. En règle générale, leur longueur va jusqu'à 25 à 27 mètres. Et puis à partir des soies numéro 5, au-dessus, on a des soies qu'on va, en tout cas ici en Belgique, qu'on va un petit peu plus destiner à une utilisation lac, même si c'est pas toujours vrai, hein, dans certaines rivières, on va pêcher sur des gros poissons, on va pêcher avec des soies plus lourdes que des soies numéro 5, enfin des soies plus grosses, mais les soies ici en Belgique qu'on vend, dans 90% des cas, les soies qui vont jusqu'au numéro 5, c'est des soies qui mesurent 25 ou 27 mètres, les soies qui vont au-delà, les soies numéro 6, les soies numéro 7, les soies numéro 8, qui sont les 3 grades principaux que vous allez utiliser ici en Belgique. Ce sont des soies qui vont de 30 à 40 mètres, grosso modo. Pourquoi est-ce qu'elles sont plus lourdes ? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les soies plus lourdes, les soies plus lourdes, pourquoi est-ce qu'elles sont plus longues, pardon ? Tout simplement parce que les soies plus lourdes vont aller plus loin et c'est ce qu'on recherche en lac. D'accord ? En lac, les bons lanceurs, les pêcheurs spécialistes en lac qui pêchent du bord lancent régulièrement à 30, 35 mètres, même au-delà. D'accord ? Les Forti Plus, qui sont des soies qui mesurent 37 ou 38 mètres de mémoire. 45 même maintenant pour les nouvelles. Alors moi je connais des pêcheurs qui les mettent au backing. D'accord ? Qui lancent et qui les mettent au backing. Donc ça demande une grande expérience en casting, mais c'est ce qu'on recherche évidemment. Hein. Parce que quand vous pêchez en réservoir,
vous arrivez au bord du réservoir, les poissons ils sont à 10 mètres. Une fois que les soies ont tapé sur l'eau pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, c'est terminé. Après, le poisson, il a compris, hein, il est parti, il a reculé. Et plus il recule, plus il faut lancer loin pour aller le chercher. Donc, on a des soies un peu plus lourdes avec des longueurs forcément plus conséquentes. OK ? Alors, on arrive dans la partie qui était un peu plus technique. Jusque-là, je pense que tout ce que je viens d'expliquer, c'était plus ou moins connu de tout le monde. Maintenant, on arrive dans la partie un peu plus technique. C'est la partie qui concerne la tête de soie pour les soies WF. Alors, la tête de soie, là, il y a beaucoup de choses à dire. La tête de soie, généralement, est composée de 3 parties. Elle est composée du rire. Donc, le rire, c'est la partie arrière de la tête. C'est une partie conique qui part du running et qui va jusqu'au belly. Le belly, c'est la partie centrale de la tête de soie. Et puis, au-dessus, en dernier, on a ce qu'on appelle le front, qui est une partie dégressive, qui va jusqu'au loop, jusqu'à la jonction avec le bas de ligne. Alors, il y a des têtes longues, il y a des têtes courtes, il y a des têtes épaisses, il y a des têtes étroites. C'est compliqué, parfois, on ne s'y retrouve pas toujours. Moi, je vois souvent des gens qui rentrent dans un magasin et qui disent ben, « Moi, je voudrais bien une S3 pour aller en lac. » Ah, ok. Quelle tête? Une S3. Une S3, d'accord. Donc, si vous avez un vendeur un peu consciencieux et qui connaît un peu son sujet, ben, il va commencer à parler de longueur de tête, il va demander pour quelle utilisation, et il va choisir une tête plus ou moins adaptée à ce que le pêcheur veut en faire. Mais dans la majeure partie des cas, et quand on fait un achat sur Internet, c'est la même chose, on prend une S3 sans se soucier de la forme de la tête, et puis on se retrouve avec plein de pêcheurs qui se disent mais, ah, j'arrive pas à lancer ma soie correctement, ou tiens, ça va pas, ça tombe, mon bas de ligne il tombe en paquet, ou voilà, je n'arrive pas à atteindre les distances que je voudrais. Donc c'est important de choisir la tête en fonction de ce qu'on veut en faire. Donc on va retenir de manière générale qu'une tête courte, d'accord, une tête courte va privilégier un lancer rapide. Pour un débutant, on va plutôt privilégier la tête courte. Pourquoi? Parce que comme la tête est courte, elle va charger la canne beaucoup plus rapidement. D'accord? Vous n'allez pas être obligé de faire des faux lancers et de sortir entre 10 et 15 mètres de soie avant de shooter. D'accord? On considère de manière générale qu'on peut effectuer un lancer propre, c'est la théorie ça, hein. On est bien d'accord pour dire que les lanceurs expérimentés peuvent lancer beaucoup plus loin de manière efficace. Mais on considère que un lanceur lambda peut lancer sa soie proprement à une distance qui équivaut à 2 fois la longueur de la tête. D'accord? Donc si vous avez une tête de soie qui mesure 10 mètres, on considère qu'un lancer propre serait effectué à 20 mètres. Encore une fois, c'est la théorie. Les pêcheurs expérimentés lanceront plus loin et poseront leur soie proprement sans problème. Mais si on part de ce postulat-là, on va dire que les soies avec une tête courte, elles lanceront un peu moins loin que les soies avec une tête longue, mais à l'inverse, elles seront plus faciles à lancer parce que elles vont limiter les faux lancers. Vous n'allez pas être obligé de faire de nombreux faux lancers. Vous allez pouvoir shooter plus vite puisque la tête va sortir plus rapidement de la canne. Et surtout, ça va vous faciliter la tâche si vous avez des obstacles derrière vous. D'accord? Si vous avez de la végétation aussi. Prenons l'exemple du lac de Rabais. Si vous pêchez côté route, il y a largement toute la place nécessaire derrière vous pour sortir 10, 15 et même plus, 10 ou 15 mètres et même plus de soie derrière vous. Mais si vous pêchez côté bois, derrière vous il y a un talus, bien souvent avec des arbustes, des buissons qui vous empêchent de sortir beaucoup de soie, ben, ce sera plus facile de lancer avec une tête courte parce que vous allez pouvoir shooter plus vite sans sortir trop de soie derrière vous. D'accord? Donc pour les lanceurs moins expérimentés, une tête courte, c'est l'idéal. Pour les lanceurs qui veulent lancer loin,
qui veulent atteindre des longues distances, une tête longue sera parfaite. Prenons l'exemple des FortiPlus, qui est quand même une soie de référence actuellement en lac. Ils ont la FortiPlus Expert et ils ont la FortiPlus Extrême. Je n'ai plus les boîtes ici, enfin je n'ai pas les mesures en tête, mais j'ai même peur de dire laquelle des deux présente. Je pense que l'Expert a la tête la plus longue et l'Extrême a la tête la plus courte. Je pense que c'est ça. Hein. Donc voilà, vous choisissez en fonction, vous allez avoir identiquement la même soie, mais il y en aura une qui aura une tête plus longue et une qui aura une tête plus courte. Choisissez en fonction de vos aptitudes à lancer et des endroits où vous allez pêcher. D'accord ? Donc ça c'est important. Hein. Le front de la soie, qui est la partie conique qui rejoint le bas de ligne, est également importante. Plus cette partie dégressive sera longue, et plus le posé sera précis et délicat et discret. Et à l'inverse, plus ce front sera court, et plus le lancer sera puissant, mais vous perdrez en délicatesse et en précision. Alors pourquoi faire un front court ou un front long? Pourquoi utiliser un front court ou un front long? C'est très simple. Si vous pêchez avec un train de Kiro ou avec des petites sèches ou avec des petites mouches discrètes, vous allez privilégier un long front pour faire un posé discret, pour faire un posé précis, et pour que vos petites mouches tombent vraiment de manière discrète dans l'eau. D'accord ? Si à l'inverse vous pêchez avec un gros streamer, en lac un snake, ou même, prenons l'exemple d'une soie dédiée au brochet, avec une grosse mouche à brochet de 30 cm, ça a des têtes énormes, mais là on a besoin d'une grosse tête et d'un front court pour pouvoir propulser facilement cette mouche qui n'est pas du tout aérodynamique, qui va freiner beaucoup dans l'air. D'accord ? Donc au moment où on arrive au shoot, au moment où on shoot, il faut que cette mouche soit propulsée vers l'avant. D'accord ? Donc là, on va avoir un front court et une grosse tête pour vraiment donner un maximum de puissance dans la propulsion de la mouche. D'accord ? Donc c'est vraiment un critère important. Si vous avez une soie avec un très long front et que vous essayez de pêcher avec cette soie-là avec une mouche peu aérodynamique, un gros streamer, vous allez voir que les lancers, c'est compliqué. Voilà. Et à l'inverse, si vous avez une soie avec une grosse tête et puis que vous pêchez au Kiro ou en sèche, on est quand même bien d'accord pour dire que quand la sèche tombe sur l'eau, il faut qu'elle y tombe le plus naturellement possible, le plus discrètement possible, pour ne pas effrayer les poissons. Si vous pêchez avec une grosse tête, on en voit régulièrement dans les lacs, on voit la tête qui vient claquer correctement sur la surface de l'eau, et puis on voit tous les poissons qui étaient plus ou moins à proximité de l'endroit où la soie est tombée, c'est fini. Il n'y a plus un poisson à 10 mètres à la ronde, hein. Donc vous pêchez dans le vide. D'accord ? Votre mouche sèche, elle est peut-être efficace, mais pas la manière dont elle est tombée sur l'eau. D'accord ? Donc ça c'est important. C'est vraiment des choses à tenir, qu'il faut tenir en compte. D'accord ? Donc on va résumer. Pour les soies qui coulent, pour les soies plongeantes, la longueur de la tête va déterminer la distance à laquelle vous allez pêcher et la facilité de lancer. Plus la tête sera courte, plus vous lancerez facilement et plus vous lancerez rapidement, mais vous irez moins loin. Plus la tête sera longue, plus vous pourrez lancer loin, mais plus le lancer demandera de la place derrière soi et une certaine maîtrise du casting. Parce que les pêcheurs qui veulent lancer loin, ils sortent parfois plus de 15 mètres de soie. Donc ça demande une bonne maîtrise de la double traction et ça demande un casting irréprochable pour pouvoir lancer correctement. La tête courte va aussi faciliter les lancers dans le vent. C'est important aussi ça. On a déjà tous eu cette saleté de vent de face. Alors on tourne autour du lac. Moi j'ai eu une journée, ça à Secours, c'était l'enfer. On tournait autour du lac. Et j'avais l'impression que quel que soit l'endroit où j'étais autour de ce lac, cette saloperie de vent tournait avec moi et je l'avais de face.
c'est l'enfer. Et alors quand on pêche avec des soies, avec des longues têtes et des longs fronts, et qu'on veut pêcher justement au kiro, c'est difficile à lancer. On voit bien souvent les mouches sèches ou les kiros qui tombent derrière la soie, la pointe de la soie qui va plus loin que les mouches, et c'est compliqué. Donc voilà. La tête courte va vous faciliter la vie, la tête longue demandera un peu plus de technique. D'accord ? La profondeur est importante en fonction de ce que vous voulez pêcher. Alors, on parlait de rabais tout à l'heure. Alors il y a un peu deux écoles quand vous voulez pêcher en profondeur, quand vous voulez pêcher sur le fond ou en tout cas pratiquement sur le fond, mais que vous faites face à un lac comme Rabais où il y a énormément de végétation dans le lac. Ne cherchez pas une soie qui va descendre vraiment très vite et très fin. Ne prenez pas une S5 ou une S7 si vous voulez pêcher au-dessus de la végétation. Si vous pêchez avec une S3 ou une inter rapide, elle va mettre un peu plus de temps à descendre, mais quand elle va arriver au sommet de cette végétation, elle va se poser dessus. Et vous allez pouvoir faire nager vos mouches. Si vous pêchez avec une S7, elle va descendre dans la végétation, elle va descendre dans les algues, et vous allez voir, c'est l'enfer. Vous pouvez stripper vos bobies. À chaque strip, vous allez sentir vos mouches qui accrochent dans la végétation. Donc, voilà, réfléchissez logiquement en fonction de l'endroit où vous allez pêcher et adaptez le choix de la profondeur, le choix de la soie en fonction de la profondeur et de ce que vous voulez faire pour pêcher. Hein, d'accord ? Alors ici, évidemment, j'ai différents types de soies, vous pourrez venir les voir tout à l'heure. Il y a un comparatif qui est intéressant parce que ici, j'ai 3 soies sèches et j'en ai une que j'utilise pour pêcher vraiment en sèche, donc avec une très fine tête, très longue et très fine, très discrète. Et à l'inverse, j'ai une soie sèche que j'utilise quand je pêchais le brochet et une autre que j'utilise pour pêcher au bunk qui ont des têtes un peu plus grosses. C'est parfois assez surprenant de voir les différences de diamètre entre les têtes, donc n'hésitez pas à venir les voir. On peut dire un mot aussi sur les codes couleurs, donc de manière générale. Maintenant, il y a des marques. On n'arrête pas, évidemment, il y a beaucoup de commercial derrière aussi, hein, mais il y a des marques qui jouent le jeu de la discrétion. Hein. Stéphane sourit parce qu'il sait ce que je vais dire. Soldarini, par exemple, vient de sortir un panel complet de soie lac, toute transparente, quel que soit le grade. Alors ça, c'est tout simplement, ça c'est des soies qui sont, je dirais, presque uniquement destinées aux compétiteurs. Ce sont des soies qui permettent aux compétiteurs tout simplement de cacher, ou en tout cas de ne pas donner d'informations sur la soie qu'ils utilisent, puisque toutes les soies sont transparentes, et qu'il y a un code couleur qui est très, très logique, c'est-à-dire que, en règle générale, plus votre soie va descendre, et plus la soie sera de couleur foncée. D'accord ? Donc une S5, une S7 va être de couleur sombre. J'ai ici, voilà, par exemple, j'ai ici une S5 chez Airflow. Sa tête, elle est bleue foncée. Mais si vous prenez des soies intermédiaires, voilà une inter, je pense que ça c'est une inter rapide, et voilà une inter lente, on est sur des couleurs vertes beaucoup plus claires, donc plus la soie descend, plus les couleurs sont foncées. Maintenant, Soldarini, pour les compétiteurs qui n'ont pas envie de donner l'information aux pêcheurs qui pêchent à côté sur le grade de soie qu'ils utilisent, elles sont toutes transparentes. Donc ça m'a fait sourire aussi quand je l'ai su, mais c'est important de le savoir comme ça. Maintenant, pour le pêcheur lambda, avoir toutes des soies transparentes. Moi, je suis bien content d'avoir mes couleurs parce que quand j'ouvre mon sac, je sais directement quelle soie je prends, rien qu'à la couleur. Quand elles sont toutes transparentes, il faut vraiment être sûr de son coup. Il ne faut pas se mélanger les pinceaux quand on les range dans son sac. D'accord ? Alors, ça clôture le chapitre pour les soies. Si vous avez des questions, évidemment, vous pourrez les poser après. Mais certains d'entre vous m'avaient demandé de dire un mot sur les moulins. Parce qu'il y en a qui sont parfois un petit peu aussi embarrassés sur le choix des moulins. Et je vois parfois... des moulins qui sont pas forcément adaptés à ce qu'on veut faire parce que il
il y a des pêcheurs qui vont mettre une soie numéro 7 sur un moulin qui est prévu pour une soie numéro 5. Et inversement, des pêcheurs qui vont mettre des soies très légères, des soies numéro 3 sur des moulins pour lac. Du coup, ça les oblige à mettre 200 mètres de backing avant la soie pour remplir un peu le moulin. Donc, il y a plusieurs choses intéressantes à dire sur les moulins. Donc déjà, au niveau des moulins, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de moulins. Moulins à la mode, fortement recherchés, moulins semi-automatiques. On commence à en voir de plus en plus. Les premiers moulins semi-automatiques qu'on a vus ici en Belgique, en tout cas dans les premiers, c'était les fameux Vivarelli. C'était un moulin intemporel. Je pense que leur modèle n'a pas changé pratiquement depuis qu'il existe. Tout le monde voulait des Vivarelli. Et quand vous vendez un Vivarelli d'occasion, bien souvent, il est vendu à prix d'or et presque immédiatement parce que tout le monde les cherche. Il y a d'autres marques. JMC en fait. Je pense que Soldarini maintenant a sorti ses moulins semi-automatiques. Et puis pour ceux qui ne sont pas limités financièrement, je sais que Peu fait des moulins semi-automatiques, mais ça peut être beau, effectivement, ça peut être beau, mais on pourrait faire des jeux de mots comme ça, mais c'est un peu cher, ouais. Donc voilà. Alors, ces moulins-là sont chouettes dans l'absolu parce qu'ils permettent de rembobiner les soies très rapidement avec la gâchette et puis surtout ils permettent de rembobiner la soie avec une seule main, la main qui tient à la canne. Votre autre main reste libre, vous n'êtes pas obligé de mouliner et puis vous pouvez ramener la soie beaucoup plus rapidement. Maintenant, c'est important de savoir que ces moulins-là présentent aussi certains défauts. Alors encore une fois, ce que je dis ici, c'est mon avis personnel. C'est pas la vérité absolue, c'est mon sentiment à moi. Bon, d'abord, est-ce qu'il y a parmi vous des gauchers? Quelques gauchers? Ouais. Donc déjà, sachez que la plupart des moulins semi-automatiques sont des moulins qui sont... Alors peut-être que certaines marques, je ne les connais pas toutes, peut-être que certaines marques proposent maintenant des moulins semi-automatiques inversés, avec la poignée de l'autre côté, mais sachez que la plupart des moulins, et c'est le cas pour les Vivarelli, ont la poignée qui se trouve à droite. Donc pour le pêcheur qui est droitier, c'est-à-dire 80 à 90% des pêcheurs, ça ne pose pas de problème, puisque la poignée est à l'extérieur. Mais pour les pêcheurs qui sont gauchers, c'était mon cas. Quand j'ai utilisé j'en avais acheté aussi, comme tout le monde, j'ai cédé à la mode et j'ai acheté des Vivarelli. Ben, ils ont la poignée qui se trouve à l'intérieur, du côté intérieur, d'accord? Puisque la poignée est à droite. Ben, régulièrement, la soie vient s'enrouler autour de cette poignée et peut être gênante. Donc ça, c'est important de le savoir. Deuxième défaut, à mon sens, pour les moulins semi-automatiques, c'est le frein. En tout cas, chez Vivarelli, de nouveau, le frein, on prétend, enfin, ils disent qu'il y a un frein, il y a une petite clé à laine là, pour venir serrer au centre. Voilà, c'est plus anecdotique qu'autre chose. Son réglage est très aléatoire enfin voilà, c'est un frein. Ce n'est pas un vrai frein, il va effectivement freiner un peu la bobine lorsque vous déroulez votre soie, mais sur un gros poisson, il ne va rien freiner du tout. D'accord, donc le frein est quasi inexistant. Je ne sais pas si chez JMC ou Soldarini ou Peu, les freins sont un peu plus fiables et un petit peu plus constants, mais voilà. Autre défaut, alors, vous allez me dire, ouais, mais tu tapes sur Vivarelli, mais c'est vrai que c'est un des moulins les plus fréquents. Le moulin Vivarelli, il est en plastique et il est super léger. Si vous pêchez avec des longues cannes, il équilibre super mal la canne. D'accord? Parce que le moulin est beaucoup plus léger qu'un moulin en alu et il équilibre très mal la canne. Et alors le dernier défaut que moi je le retrouve et qui est non des moindres, c'est que ce ne sont pas des moulins large arbor. Le Vivarelli, de nouveau, encore et toujours, présente un moyeu très fin, d'accord? Et donc, si ce sont des moulins qui ont une très petite capacité, donc sur lesquels vous allez monter des soies 3, des soies 4, peut-être des soies 5, mais si vous mettez une soie 5 sur un Vivarelli, vous allez devoir mettre assez peu de backing, et donc les premiers tours de soie sur ce moulin-là vont être très, très serrés, et ça va favoriser évidemment l'effet, le vrillage de la soie, hein, l'effet mémoire, vrillage de la soie. Ça c'est pour les moulins semi-automatiques. Chacun se fera son expérience. Moi j'en avais, je les ai vendus, et je suis revenu à des moulins conventionnels qui me conviennent très bien.
D'accord? Donc, ça c'est important. Tout est repris sur le document que je vous ai fourni. Hein. Alors, les moulins classiques, ben, ça c'est les moulins qu'on utilise dans 80% des cas. Hein, il en existe de toute taille, de toutes sortes, de tout matériaux. Il y en a en composite, il y en a en aluminium en aluminium usiné, il y en a en aluminium injecté, il y en a à tous les prix. Ça va de quelques dizaines d'euros, je dirais, pour les moins chers, à plusieurs centaines d'euros. Ça, vous les choisirez forcément en fonction de votre budget, en fonction de l'utilisation que vous allez en faire. Si c'est un moulin qui va sortir souvent, privilégiez quand même un moulin d'une certaine qualité. Si c'est un moulin que vous utilisez occasionnellement, j'en parlais tout à l'heure, moi je pêche le brochet une fois par an et encore. J'ai pris un moulin super bon marché parce que voilà, j'ai pas besoin d'investir. Enfin, j'ai estimé que c'était pas utile d'investir plusieurs centaines d'euros dans le moulin. Mais par contre, si vous pêchez en rivière régulièrement ou en lac, vos moulins ils sortent toutes les semaines, choisissez un moulin de qualité. Choisissez le large arbor, on vient d'en parler. Maintenant, la plupart de ces moulins sont large arbor. Donc large arbor, comme le nom l'indique, c'est des moulins qui vont être un petit peu plus... Ceux-ci sont des large arbor. Ils présentent une largeur un petit peu plus importante et un moyeu de diamètre plus grand. Donc ça permet justement de limiter l'effet mémoire en augmentant le diamètre d'enroulement de la soie autour du moulin. D'accord ? Choisissez aussi un moulin avec un frein fiable. Ça, c'est important. On parle parfois de moulins, de freins céramiques. Si c'est indiqué, privilégiez les freins céramiques. Ce sont des freins qui vont rester beaucoup plus fiables dans le temps. Sachez qu'un moulin avec un frein de faible qualité, vous allez pêcher en hiver, il fait froid, et puis vous allez pêcher en été, il fait chaud. Rien que la différence de température peut modifier légèrement la résistance du frein et demande parfois d'adapter un petit peu cette dureté avec la molette. Mais si vous achetez des moulins de bonne qualité, plusieurs marques en proposent, hein, on en discutait tout à l'heure, Sage, je ne sais plus, je pense que c'est avec Guy, on parlait des moulins Sage, moulins Hardy, moi j'ai des moulins Hardy, mon frein il a été réglé une fois. J'ai jamais plus mis ma main sur la molette, il est réglé. Donc voilà, c'est important de le savoir. On dit toujours que quand on a fini de pêcher, il faut desserrer le frein, non? Non. Vos informations? C'est une information qu'on ne m'a pas transmise, desserrer le frein après utilisation, mais je ne vois pas trop l'intérêt, non. Regardez aussi que les roulements soient de bonne qualité. Le roulement à aiguille, la cage anti-retour doit être de bonne qualité. Certains moulins acceptent sans broncher d'être immergés dans l'eau. D'autres moulins l'acceptent un peu moins et on rencontre parfois des moulins, une fois qu'ils ont été plongés dans l'eau, on sent que le roulement fait un peu la tête. Au niveau de l'entretien, pas grand-chose, démontez votre moulin, renettoyez éventuellement un petit peu l'intérieur parce que parfois on dépose le moulin, il y a du gravier, il y a des impuretés qui viennent se mettre dedans, renettoyez-le et puis regraissez-le. Pour le regraisser, n'investissez pas dans des 1000 et des 100. Moi je le graisse avec de la vaseline, tout simplement, je mets un peu de vaseline, je graisse avec ça. Ça va. Alors il existe encore, au niveau des moulins, il existe encore deux types de moulins. Il y a le moulin, ce que je vais appeler le moulin néo-rétro. On parlait tout à l'heure des soies naturelles. Maintenant, de plus en plus de marques sortent des moulins néo-rétro. Hardy ressort son Marquis, son Duchesse, enfin toute cette gamme de moulins complètement fermés. Je sais qu'il y en a aussi qui sont vendus chez Orvis, des moulins comme ça. Alors, dans l'absolu, c'est des moulins qui sont très jolis, qui rappellent le look des moulins des années de l'âge d'or de la pêche à la mouche, on va dire. Ils sont chers, ils sont beaux, c'est de la belle horlogerie, mais ils n'ont d'intérêt que pour justement le pêcheur épicurien qui veut se faire plaisir, avec une soie naturelle, un moulin néo-rétro, une canne en fil de verre ou en bambou fendu et un chapeau à plumes. Voilà, ou pour mettre dans une vitrine. Mais à l'heure actuelle, les moulins modernes comme on propose sont ultra efficaces.
dirigez-vous vers ces moulins-là. Regardez aussi quand vous choisissez votre moulin, c'est important, un moulin pour lequel vous saurez vous procurer des bobines en spare facilement. Hein. Voilà. On achète les moulins et puis on peut acheter les bobines séparément pour mettre d'autres soies dessus. Ben, assurez-vous que le moulin que vous achetez, vous allez trouver les bobines facilement et que les bobines ne vont pas vous coûter le prix d'un moulin. D'accord. Alors pour les pêcheurs de lac, certains utilisent, il y a les moulins à cassettes. C'est les moulins avec des cassettes interchangeables qu'on vient fixer dans le moulin. En lac, on a des compétiteurs qui utilisent 10, 15, 20 soies différentes et même plus parfois. Forcément, investir dans 10, 15, 20 moulinets, parfois un peu cher, et puis on n'a pas non plus 10, 15, 20 cannes montées. Donc on investit dans des moulins à cassettes. Les cassettes sont en plastique et viennent se fixer sur le moyeu de la bobine. Si vous achetez ce type de moulin, pareil, assurez-vous que vous pourrez racheter par la suite des cassettes. Ou alors quand vous achetez le moulin, prenez déjà un stock suffisant de cassettes pour pouvoir les utiliser par la suite. Et assurez-vous d'un système fiable. L'emboîtement de ces cassettes n'est pas toujours simple, ne se fait pas toujours facilement. Moi, le premier moulin que j'ai eu comme ça, c'était un moulin Grace. Il était très bien quand la cassette était montée dessus, il était très bien, mais le système de changement de cassette était un petit peu... voilà, il y avait des formes géométriques à emboîter les unes dans les autres. Il fallait que la bobine soit parfaitement alignée pour rentrer dans son logement. Quand on est au bord du lac, parfois on a les mains sales dans la précipitation et dans l'empressement de changer de bobine. On chipote parfois un peu, donc essayez de privilégier un système d'emboîtement simple. D'accord. Adapter aussi, évidemment, ça c'est de manière générale, adapter la contenance du moulin à la soie que vous voulez mettre dessus. Voilà. Si vous achetez un moulin pour soie 7 et que vous voulez mettre une soie 4 dessus, pas de problème, mais chargez-le en backing. Hein, donc on n'en a pas parlé tout à l'heure avec les soies. Le backing, c'est l'espèce de je vais utiliser un terme pas spécialement approprié, mais l'espèce de ficelle, on va dire, hein, l'espèce de cordelette qu'on met avant la soie, qui fait office de réserve, notamment pour les poissons baladeurs. Hein. On pique parfois un poisson qui va essayer de foutre le camp plus loin que la longueur de soie. À ce moment-là, c'est le backing qui sort. D'accord. Chargez en backing si vous voyez que votre moulin peut contenir beaucoup plus que votre soie. Mais à l'inverse, soyez vigilants aussi. Moi, je vois parfois des moulins qui sont trop chargés et la soie qui vient frotter ici dans l'entretoise du moulin, ça abîme la soie, évidemment. Donc, certains pêcheurs pourraient être sûrs d'avoir, ça c'est un petit truc que je vous donne, certains pêcheurs pourraient être sûrs d'avoir la quantité appropriée de backing, enroulent leur soie la première fois à l'envers. C'est-à-dire qu'ils vont mouliner sur le moulin la soie à partir de la tête, ils vont enrouler toute la soie à l'envers sur le moulin, et puis quand ils vont arriver au bout de la soie, donc ils vont y fixer le backing et puis ils vont continuer à enrouler le backing et puis comme ça ils voient quand le moulin est chargé, quand ils estiment que le moulin est chargé, que sa capacité est optimale, ils redéroulent sur une bobine l'ensemble et puis ils réenroulent dans le bon sens le backing et la soie et comme ça ils sont certains d'avoir la bonne longueur de backing pour avoir un moulin parfaitement chargé, ni trop peu. Voilà. Ça va? Alors j'ai repris dans les documents, malheureusement, lors de la photocopie, si vous allez à la fin, j'ai une feuille, voilà, il y a une feuille ici avec des dessins de soie qui reprennent différents profils. Hein. Donc on a au-dessus, malheureusement je m'excuse, les photocopies étant des photocopies en noir et blanc, les parties les plus claires des dessins ont été
sont passés à la trappe lors de la photocopie. C'est le cas notamment pour la fameuse soie type triangle taper. C'est une soie un peu particulière. Vous pourrez venir voir sur la feuille ici puisque c'est une... soie transparente. Hein? Non, la triangle taper. Oui, c'est les soies transparentes, celle-là, effectivement. Celle que vous ne voyez pas, c'est la soie transparente. Donc ça reprend un petit peu les différents profils que vous pouvez retrouver. Hein. On a les WF conventionnels, on a les pointes plongeantes, on a les long belly, où on voit clairement que cette soie a une tête plus longue. On a la triangle taper, c'est la seule que vous ne voyez pas. Vous pourrez venir voir ici, sachez simplement que la triangle taper, c'est une soie dont la tête est un peu particulière. Elle présente un cône directement après le running line, un cône forcément qui va en augmentant de diamètre, et puis tout de suite après une très longue pointe. Ça, c'est des soies qu'on va utiliser à courte et moyenne distance pour des posés hyper précis, hyper discrets. On a les soies, vous voyez ce que j'expliquais tout à l'heure, les spéciales grosses mouches. Hein, on voit que la tête est vraiment très très courte. Et que à l'inverse son diamètre est très important. C'est vraiment pour favoriser la propulsion des grosses mouches. Et on a les têtes avec fuseau compact. Donc ça c'est l'équivalent des têtes de lancer. J'en ai pas parlé ici volontairement. Hein, sachez que pour les spécialistes là qu'on pêche parfois aussi avec ce qu'on appelle des shooting heads et des running lines. Donc les shooting heads, ce sont des têtes de lancer qui mesurent en règle générale entre 6 et 8 mètres, je pense. Et puis elles sont fixées derrière un running line qui est presque équivalent à un gros fil de nylon. Ce sont des têtes qu'on va utiliser pour effectuer des lancers ultra longs. J'en ai pas parlé parce que ça s'adresse vraiment à des pêcheurs expérimentés et de toute façon moi j'utilise pas ça puisqu'en compétition ce type de soie est interdite. Donc voilà, j'en ai pas parlé. Vous avez en dernière page alors, mais ça reprend un petit peu tout ce que je viens de dire, les photocopies d'un article qui était paru dans le Pêcheur belge en 2021. C'est un article que j'avais réalisé avec Marc, qui à l'époque était consultant pour un magasin de pêche et qui était vraiment le spécialiste des soies, puisque lui, il recoupait des têtes, il recoupait des running lines, il ressoudait des soies, il adaptait des soies vraiment, il faisait des soies sur mesure pour les pêcheurs, et on avait réalisé cet article qui reprenait un petit peu tout ce que je viens d'expliquer. D'accord ? Vous pourrez lire, c'est un question-réponse. Voilà. Je pense avoir été complet, je pense ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions, ben, c'est le moment de les poser. Et puis après, ben, si vous souhaitez, je vous invite à venir voir les soies une fois qu'on aura terminé. Vous pourrez un peu voir les différentes têtes, différents grades et voir d'un peu plus près différents types de têtes. Y a-t-il des questions par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, que ce soit concernant les soies ou les moulins? Moi, concernant les soies type Lee Wolf, avec leur fameux triangle taper et tout ça. Les triangles taper. Est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose en plus ou c'est juste... Alors les soies triangle taper, non. Je n'ai pas eu l'occasion d'en utiliser. Je n'ai pas eu l'occasion d'en essayer. Donc ce que je sais des triangles taper tient de la théorie. Mais la théorie du triangle taper, c'est de dire que... Ben, comme le belly, entre guillemets, est inexistant, on a une pointe très très longue, dont la dégressivité est très longue également. Donc ce sont des soies qui sont censées apporter un maximum de précision et un maximum de discrétion au posé. J'imagine que ces soies vont vraiment être destinées aux pêcheurs qui vont pêcher avec des très petites mouches qui demandent une pêche précise, voire une pêche à vue, et surtout une pêche pas à distance trop longue. Ce n'est pas des têtes qu'on va utiliser pour lancer à 35 ou 40 mètres. C'est vraiment spécifique. J'imagine qu'ici, peut-être Joss, qui est un spécialiste là, qui a déjà utilisé ce type de soie. C'est à voir un petit peu peut-être en discussion. Jamais en lac, juste toujours en rivière. Ben voilà. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais, c'est que
c'est des soies qui vont être utilisées pour des pêches à pas trop grande distance et qui vont être discrètes et précises au posé. C'est vrai que tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais en rivière, c'est pareil. Hein. En rivière, j'ai hâte de parler beaucoup des soies de lac, mais pour les rivières, je ne me suis pas éternisé, je n'ai même pas spécialement abordé le thème, parce qu'en rivière, le choix des lacs, il est beaucoup plus simple. Pour la nymphe, une soie nymphe, parallèle, on en a parlé, voilà, qui sert de prolongement au backing. Pour la sèche, une soie sèche en DT, si vous souhaitez de la discrétion, en WF, si vous souhaitez lancer dans le vent ou faciliter vos lancers. Et avec ça, vous couvrez 90% des cas de figure. Vous pouvez éventuellement utiliser une soie avec une pointe plongeante si vous voulez pêcher au streamer ou en noyer dans une colonne d'eau relativement importante. Mais en règle générale, si vous pêchez en noyer, même avec une soie flottante, il suffit de mettre des noyers lestés et vous allez les faire descendre. Donc je dirais qu'avec une soie flottante en rivière, vous couvrez 80-90% des cas. Je pense que, voilà, moi j'ai une soie avec une pointe plongeante, mais avec 90 cm de pointe plongeante, je vais utiliser pour pêcher au streamer, à l'ouverture, mais voilà. Mais pour revenir à ta question, la triangle taper, discutons peut-être un petit peu avec Joss, mais ce seront des soies qui vont privilégier la discrétion et la précision. D'autres questions? Pardon. Ouais, Benoît? Pour graisser sa soie, les soies flottantes, un produit pour graisser. Alors, il existe dans le commerce une multitude de produits pour graisser les soies flottantes. Ce sont des produits très chers qui fonctionnent bien, hein. Mais moi je vais. Pas mucilin, mais il y a le vert, le rouge. Ouais, vous prenez, voilà, le principe est d'utiliser un produit qui va graisser la soie sans l'abîmer, donc un produit neutre, et qui va lui rendre ce côté flottant, hein, comme toutes les substances grasses, ça va maintenir en surface, et qui va en même temps lui rendre une certaine glisse dans les anneaux. Comme la soie est graissée, elle va glisser plus facilement. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme produit qui vient du commerce. Je ne les connais pas tous, donc je ne vais pas vous en préconiser plus l'un que l'autre qui vient du commerce. Mais moi, je vais vous dire ce que je fais. J'achète pour mes soies flottantes dans un Hubo ou dans un Monsieur Bricolage une bombe, un spray de silicone qu'on utilise pour les caoutchoucs de porte de voiture. Je vaporise du silicone. Le silicone, c'est un produit neutre, transparent, inodore. Donc, excusez-moi. C'est un produit neutre, j'en mets dans un chiffon, je passe sur ma soie avec le silicone en spray, sur toute sa longueur, ça la nettoie, ça la regraisse et ça lui rend son flottant. Et la soie, elle est mucilin vert, ou sinon pour la couleur du mucilin vert. Mais moi, spray en silicone. Et pour nettoyer les soies, quand elles sont sales, j'utilise simplement un produit à détergent vaisselle que je vais mettre de la même manière sur un chiffon et je vais nettoyer ma soie. WD-40 Non, pour les soies plongeantes? Non, jamais non. Ah. Oh non, jamais. Mais le problème du WD-40, c'est qu'il est agressif. Le silicone est neutre. Le silicone est neutre. Le silicone est neutre, donc lui, il ne va pas abîmer le coating de la soie. Hein. Le coating, c'est du plastique. Il ne va pas abîmer le coating. Le WD-40, il est mordant. Donc le WD-40, à la longue, il va abîmer ta soie. Tu as nettoyé, après, je remets du silicone. Ouais, mais même, il ne faut pas utiliser ce produit-là. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein, mais tu verras qu'à la longue, tu devras changer tes soies plus régulièrement parce que tu vas les abîmer. Il y a deux sortes de WD-40. Maintenant, voilà, il y a peut-être plusieurs sortes, mais moi, je préfère utiliser un silicone 100% en spray.
D'autres questions? Il y avait une question là-bas. S'il vous plaît. L'identification des têtes longues et des têtes courtes. Oui. Quand tu achètes ta soie, comment est-ce que tu le retrouves? Alors, c'est vrai que c'est une question intéressante. On me demande ici comment identifier les longueurs de tête. Et c'est vrai que j'ai oublié de le préciser pendant l'exposé. Mais quand vous achetez une soie, dans la majeure partie des cas, je dirais presque dans la totalité des cas, sur la boîte, le profil de la soie est dessiné avec les longueurs. D'accord? Donc vous avez, j'ai pas pris de boîte de soie avec moi, mais vous avez sur le petit article que j'ai joint en copie, en deuxième page, vous avez une photo en dessous, la photo centrale qui reprend le profil d'une Six Sense, justement, c'est un modèle de chez Airflow. Et on voit le profil de la tête avec les longueurs. D'accord? Sachez que les longueurs sont toujours exprimées en pieds. Donc, un pied, c'est 30 cm. Hein. Donc, vous savez faire la conversion assez facilement pour voir la longueur totale de la tête, la longueur du front, la longueur du belly et la longueur du rear. Alors, il existe des soies, quand on débute, il existe des soies, ce qu'on appelle des soies all-round. Donc, comme son nom l'indique, c'est des soies passe-partout. Alors, c'est des soies qui font, en théorie, un peu tout, mais rien vraiment comme il faut. Maintenant, si vous cherchez une soie passe-partout, les soies all-round, ce sont des soies avec une tête qui va faire plus ou moins 10 mètres et un profil conventionnel avec un rear, un belly et un front plus ou moins équivalent au rear. Voilà, avec une tête plus ou moins symétrique. D'accord ? Quand la soie est montée sur le moulinet, oui. c'est les reconnaître facilement ou... Alors quand la soie est montée sur le moulinet, comme on expliquait tout à l'heure pour les reconnaître, ben, si vous avez des soies avec couleur, oui, voilà. Ma soie bleue, je sais que c'est une S5 parce que je n'ai que celle-là en bleu. Ma soie vert comme ça, je sais que c'est mon S3 parce que je n'ai que celle-là dans cette couleur-là. Donc les codes couleurs sont différents. Maintenant, rien ne vous empêche de faire un petit repère sur la bobine, coller une petite étiquette ou faire une petite inscription avec un marqueur à encre permanent. Et, ouais, ou sur le pied du moulinet, hein, voilà, sur le pied du moulinet, mettre une petite étiquette. Voilà, on peut. Alors la plupart des soies modernes maintenant, la plupart des soies modernes présentent une impression, mais il faut avoir l'œil aiguisé pour le lire, mais normalement maintenant la plupart des soies présentent sur leur tête, c'est le cas ici sur certaines, l'inscription WF 7 pour une flottante 7 ou W 7 slow inter. Donc l'inscription est notée sur la tête de soie. Ouais. Mais avec l'habitude, quand vous utilisez toujours les mêmes soies, on finit par... Moi, à la couleur de la soie, ben, je sais que je prends une inter, je sais que je prends une S3, je sais que je connais mes soies, quoi. Ouais, ouais. Mais voilà, vous pouvez faire un petit repère, hein. Rien ne vous empêche de le faire. Ouais. D'autres questions? L'enroulement de la soie sur le moulin. Alors l'enroulement de la soie sur le moulin, c'est vrai que c'est un détail important. Quand vous enroulez votre soie sur le moulin, ne sortez jamais la soie de la bobine et puis l'enrouler de sorte que la soie va se dérouler perpendiculairement à la bobine, parce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire un tour de soie, vous vrillez cette soie d'un tour. Donc pour l'enroulement de la soie, fixer la bobine vendue, fixer la bobine sur laquelle la soie est vendue. Moi je la fixe tout simplement, je la mets sur un tournevis, je fixe mon tournevis dans l'étau, et puis où je demande à mon épouse, quand elle est de bonne humeur, de me tenir le tournevis, et je lui demande, c'est toujours mieux de le faire avec quelqu'un, parce que si vous le faites avec quelqu'un, à la limite cette personne peut légèrement pincer cette bobine en plastique pour un peu la freiner et pour bien tendre cette soie dans l'enroulement du moulin. Et vous enroulez votre soie, et en enroulant votre soie, ben moi avec un doigt, je guide aussi un peu la soie pour bien remplir le moulin sur toute sa largeur, d'accord? Et la bobine se déroule au fur et à mesure que
que je la bobine sur mon moulin. Les bobines plastiques, c'est fini. C'est tout en carton. Oui, effectivement, maintenant, Difficile pour c'est plus compliqué. Les nouvelles bobines, maintenant, c'est du carton. Hein, on vit à l'époque bio. Mais voilà, c'est important de l'enrouler comme ça. Pareil, quand vous sortez une soie d'un moulinet, pour la remettre sur sa bobine parce que vous avez besoin du moulin pour utiliser une autre soie et que cette soie-là, vous voulez la stocker, vous n'avez pas envie de la laisser sur un moulinet, vous avez besoin du moulinet, faites la même chose dans l'autre sens. Moi, ce que je fais alors à ce moment-là, c'est que je fixe le moulinet dans l'étau par le pied, délicatement avec une loque entre le moulinet et les mâchoires de l'étau pour ne pas marquer et abîmer le moulinet. Je desserre presque totalement le frein du moulinet et puis je fixe la bobine sur laquelle la soie a été vendue, je la fixe sur une visseuse avec un boulon en écrou et je réenroule ma soie sur ma bobine et je suis sûr comme ça de ne pas la vriller. On trouve dans le commerce des petits mécanismes avec une petite manivelle et tout ça pour une quinzaine d'euros, c'est bien. Voilà. Mais ça peut faire le taf aussi. Pour le stockage, puisqu'on en est aux enroulements, pour le stockage, certains aiment bien de stocker pendant l'hiver leur soie sur des grandes roues, notamment des jantes de vélo. Vous pouvez le faire. C'est vrai que quand on stocke ses soies pour une longue durée, sur une jante de vélo, ça va forcément réduire le risque de mémoire. Moi, je vous avoue que je ne le fais pas, je devrais peut-être le faire, mais je ne suis pas un exemple je ne suis pas le plus soigneux avec mes soies. Je devrais parfois l'être un peu plus, mais mes soies sont utilisées tellement souvent que je les remplace au maximum tous les 2 ans, quand c'est pas toutes les années. Voilà. Donc, j'ai pas le temps de les stocker. Autre question ? Oui, quels sont les indices qui vont dire que ta soie est en bout de vie? Comment ? Quels sont les indices qui vont... Alors, les indices qui disent qu'une soie est en bout de vie, il y en a pas mal. D'abord, l'effet de mémoire. On a beau nous vendre des soies sans mémoire, sans effet de mémoire, comme ils disent, c'est faux. La soie a toujours un minimum de mémoire. Donc, quand vous voyez que votre soie garde cet effet tire-bouchon, quoi que vous fassiez, c'est qu'elle commence à vieillir. À ce propos, je déconseille fortement, on le faisait à une époque, je vois beaucoup de pêcheurs qui tirent sur leurs soies pour les retendre, pour les redresser. C'est très mauvais évidemment parce que vous abîmez l'âme de la soie. Vous pouvez tout au plus demander à quelqu'un tenir votre moulin, demander à quelqu'un de sortir toute la soie, de partir avec, et puis en lui demandant de bloquer la soie légèrement, tirer dessus, mais très très légèrement. Mais les soies de maintenant, il ne faut plus tirer dessus, d'accord ? Donc quand vous voyez que cet effet mémoire commence à devenir présent, persistant, c'est un mauvais signe. Quand vous voyez que ça glisse, même si vous remettez du produit, on en parlait tout à l'heure, du mucilin, du silicone, même si vous remettez un produit, quand vous voyez que sa glisse diminue, c'est que sa surface commence à devenir un peu trop abîmée. Les running lines aussi, on a déjà vu des running lines qui se mettent vraiment en tout petit tire-bouchon, je vais dire. Ça, quand vous avez un running line qui commence à présenter 2-3 microspires comme ça, que vous ne savez plus éliminer, la soie est bonne à acheter, ça veut dire que l'âme de la soie qui est à l'intérieur est sectionnée. D'accord ? Les soies flottantes aussi, à un moment donné, vous allez vous apercevoir que les soies flottantes, quand vous voyez que la pointe, même si vous mettez du produit, elle commence systématiquement à couler, il est temps de la changer. Ouais. Maintenant, malheureusement, on vit à une époque où tout est devenu du consommable et les soies ne font pas exception. C'est terminé maintenant de garder une soie 10 ans en étant en parfait état de pêche. Une soie, si elle sort régulièrement, je disais tout à l'heure, moi, mes soies, tous les 2 ans, elles sont remplacées. Et celles que j'utilise le plus souvent, notamment en lac, qui sont de toutes les sorties, je pense aux intermédiaires, qui sont les soies qu'on sort vraiment pratiquement tout le temps. J'ai presque envie de dire que je les change chaque année.
parce qu'elles sortent beaucoup. Voilà. Maintenant, si elles sortent beaucoup moins, si vous ne faites pas beaucoup de sorties, ben, elles vont durer plus longtemps, c'est logique. Mais voilà les indices qui vont vous permettre de voir quand la soie arrive en fin de vie. Passez-la en revue aussi, hein, régulièrement. Il arrive parfois que quand on a la pointe de la soie qui vient s'enrouler autour autour de la soie, quand on a la pointe du bas de ligne, le fluorocarbone qui vient, on continue à fouetter pour essayer de dégager cette pointe-là, ne le faites jamais. Bien souvent, clac, c'est terminé, la soie elle est sectionnée net. Le coating est sectionné. Et si ça arrive avec une soie flottante, c'est terminé, la soie elle est bonne à acheter. Voilà. Et je le sais parce que j'ai acheté une soie flottante l'année dernière et ça m'est arrivé à la première sortie. J'ai sectionné avec le bas de ligne, j'ai sectionné au milieu de la tête. Clac, j'ai eu terminé. Mais voilà, la soie n'a fait que cette sortie là malheureusement. Voilà. Donc. Mais avec la nouvelle soie, on n'a plus de PVC dedans. Il n'y a plus de PVC dedans maintenant. Non. Je sais que maintenant, comme on le disait tout à l'heure, avec les fameuses bobines en plastique qui sont remplacées par des bobines en carton, maintenant on prône les matériaux les plus écologiques possibles, je vais dire. Hein, mais voilà. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ceux qui ont des anciennes Forti Plus les ont gardées bien précieusement. Et moi j'ai encore quelques vieilles Forti Plus. Si je les mets à vendre aujourd'hui, à midi, elles sont parties. Parce qu'il y a des gens qui cherchent ces anciennes Forti Plus parce qu'on n'en fait plus des soies comme ça. Les nouvelles Forti Plus ne sont plus les mêmes. Et les anciennes étaient vraiment des top soies que pas mal de pêcheurs recherchent encore. D'autres questions ? Fini, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ben voilà, j'espère que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair, que ça vous permettra éventuellement d'affiner votre choix si vous devez acheter une soie, notamment lors du prochain salon de Charleroi, hein, dans 15 jours, c'était un peu le but, c'est pour ça qu'on l'avait fait aujourd'hui. Moi, je peux vous dire honnêtement qu'après l'article qui a été réalisé avec Marc, avant de réaliser cet article-là et avant de détailler tout ce qu'on vient de détailler, je me suis rendu compte que je ne choisissais pas bien mes soies. Et maintenant, depuis que j'ai appris tous ces détails importants, quand j'achète une soie, je sais que la soie que je vais prendre, elle est vraiment adaptée à ce que je cherche. Donc quand on voit le prix qu'on met dedans, c'est bien d'investir dans une soie. Voilà. Quand on achète une soie et qu'on n'en est pas content, c'est quand même décevant, quoi. On a investi 80, 90, 100, 120 euros, 130 euros parfois. Hein. Rio, 139 euros les 139 euros les Rio. Je pense que les scientifiques anglers aussi sont à des prix parfois assez prohibitifs, hein, 129 euros. Vous investissez 129 euros dans une soie, à la première sortie, vous l'essayez et ça va pas parce que c'est pas celle qu'il vous faut. Alors, ça va. Mais voilà, je vous remercie de votre attention et puis bons achats. Bon achat à tous. Merci. Voilà. Merci.